Est-ce que le spatial européen a de quoi faire rêver nos innombrables talents, étudiants, doctorants? On va en parler ensemble aujourd'hui dans cette émission, de ces talents et des opportunités qui s'offrent à eux à mesure que le secteur spatial se transforme. Avec nous, pour en parler en plateau, nous avons Alan Petre, ingénieur aéronautique et spatial CNAM Isae Ansma. Bonjour, Bonjour, merci de bienvenue m'inviter. sur le plateau de Smart Space. On parle beaucoup de vous en ce moment parce que dans quelques semaines maintenant, vous allez rejoindre la NASA. On va y revenir dans cette émission. Avec nous à distance, on a le directeur de votre école, de l'école avec laquelle vous avez été diplômé, Majdi Kouder, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, quand on est étudiant en aérospatial, à quoi on aspire? On aspire, je pense, d'abord à faire évoluer tout ce qui touche au monde de l'aéronautique spatiale. Donc voilà, tous les aéronefs, pouvoir mettre notre pierre à l'édifice pour avoir... Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment avoir des aéronefs qui sont plus verts et qui permettent penser continuellement à l'environnement et ne pas trop penser à l'empreinte carbone, parce que forcément c'est un domaine qui aujourd'hui fait parler, parce que voilà, Très ambigu dans le spatial aujourd'hui. le spatial aéronautique, on a avec Airbus, on a aussi beaucoup de recherches qui se fait en ce moment sur l'environnement, comment on peut avoir des avions plus verts. Donc je pense que le focus des prochaines générations, ça va vraiment être ça, de vraiment prendre en compte l'écologie. Finalement complètement en accord avec ces nouvelles générations. Quel est votre regard à vous, Majdi Kouder, selon vous, quand on est étudiant en aérospatial, en tout cas vos étudiants, à quoi ils aspirent? Je crois on est dans une phase un peu particulière dans ce domaine parce qu'il y a eu l'aventure spatiale au début du siècle dernier. Et là, on aborde une nouvelle aventure spatiale qui est, comme l'a dit aussi Alan, c'est de continuer l'aventure spatiale avec tous ces aspects développement durable et puis en quoi le spatial peut nous aider. Parce que si vous regardez les aspects, on va dire, surveillance du climat, surveillance des télécommunications, et bien tout ça passe par l'espace. Et donc toute la question, c'est de continuer à utiliser ces éléments tout en développant un aspect vert et développement durable. Quelles ambitions on peut espérer, quelles ambitions peuvent espérer en tout cas vos étudiants quand ils sont chez vous? Est-ce que c'est direction la NASA comme Alan? Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du secteur? Je crois que par essence, ce secteur est un secteur international et mondialisé. Alors c'est vrai qu'il y a l'exemple d'Alan, mais il y a aussi l'Agence spatiale européenne qui est très bien aussi. Et il y a plusieurs possibilités et on voit bien les environnements qui s'intéressent à l'aéronautique et au spatial. Il y a les États-Unis, bien sûr, il y a l'Europe, il y a d'autres pays. Et c'est dans cet environnement mondial qu'on peut aborder cette question-là. Est-ce que le secteur spatial français et européen, il est suffisamment productif, prolifique pour embarquer cette nouvelle génération que vous représentez? Alors déjà, une chose que beaucoup de personnes ne savent pas forcément, c'est que la France est quand même le 3e pays de l'histoire à avoir envoyé un objet dans l'espace. Donc ça remonte, c'est très vieux. Le CNES, c'est une des plus vieilles agences spatiales du monde. La 3e après la NASA et après Roscosmos, l'agence spatiale russe. Donc la France a une histoire déjà spatiale qui est chargée. Et donc on a une expertise qui est présente sur le territoire depuis plus de 50 ans. Voilà, 50 ans. Donc c'est vraiment important de le dire. Donc déjà on part déjà d'une histoire qui est très chargée avec la création d'Arianespace en 1980. La poursuite avec tout ce qui est vraiment l'entité aérospatiale avec Safran, Airbus, Ariane qui était un peu une seule entité avant. Et donc on a énormément d'acteurs. D'un point de vue aéronautique, déjà, Airbus, qui est un peu le champion mondial avec Boeing, un peu de l'aéronautique. Donc, on a de quoi faire. On a l'expertise en France, déjà d'un point de vue aéronautique et d'un point de vue spatial. On a Ariane, qui est un groupe franco-allemand et qui vraiment fait la fierté de l'Europe, qui a fait la fierté de l'Europe pendant très longtemps et qui fait encore aujourd'hui la fierté de l'Europe. Mais c'est ça la question, c'est peut-être là que le bas blesse. On a les acteurs, donc vous dites, on a les acteurs pour faire rêver les ingénieurs, puisque c'est de ça qu'on parle, mais est-ce qu'on a les ambitions pour les faire rêver? Alors, on a les acteurs et on a aussi les ambitions parce que on a des projets qui sont vraiment très ambitieux comme Ariane 6, qui est un lanceur, le futur lanceur européen qui va aussi... je suis sûr qu'il y aura aussi un très grand succès et qui va aussi révolutionner le spatial en Europe. On a aussi des projets qui sont beaucoup, comme a dit monsieur Couder, le directeur, on a aussi beaucoup de projets qui sont aujourd'hui
internationalisé, dans le sens où là, on a le programme Artemis de la Oui, NASA, la qui est en France partenariat et avec l'Europe la France et l'Europe fait participent. partie. Voilà, Mhm. l'ESA participe sur le vaisseau des astronautes, en fait, qui Mhm. va être envoyé vers la Lune. On a le télescope spatial James Webb, qui est un partenariat entre l'ESA aussi, les Européens, les Canadiens et les Américains, Hubble anciennement. Donc, on a l'expertise, on a des ambitions qui sont aujourd'hui aussi pas, qui dépassent les frontières de l'Europe, mais on a les ambitions. Hmm. Et on a les projets qui suivent. Donc on a avec Airbus des projets voilà, d'avions verts, on a avec Ariane l'Ariane 6, Oui. on a des projets qui aussi le projet très utilisable, Maya Space et d'autres acteurs qui rentrent en jeu aujourd'hui dans le domaine spatial qui font qu'on a les ambitions, on a aussi les Ouais. projets, oui. Ces nouveaux acteurs, Majdi Couder, vous pensez qu'ils vont offrir des opportunités à votre vivier de talents hein, qu'on retrouve dans tout le groupe ISAE, hein, de toute façon. Est-ce que vous êtes prêt pour cette transformation qui a déjà commencé à révolutionner le secteur spatial ? Alors, non seulement ils vont nous offrir des opportunités, mais en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la France a aussi des possibilités en recherche, donc sur des secteurs qui sont en pleine mutation, comme vous l'avez évoqué, qui sont très importantes. Et notamment dans l'école, on a des laboratoires qui sont reconnus internationalement et à la pointe dans certains domaines sur ces secteurs-là. Et donc, l'aspect recherche vient renforcer, nous fait un lien très fort avec nos partenaires industriels, et les partenariats sont nombreux. Et donc, ce potentiel de demain dont vous parlez, finalement, on est en train de le construire ensemble avec nos partenaires, que ce soit recherche ou industriel. Donc, les opportunités sont nombreuses et Alan peut en témoigner. Les journées métiers qu'on fait dans l'école avec les différents partenaires sont très nombreuses, les entreprises viennent et les opportunités sont vraiment là. Est-ce que ça change vos méthodes d'apprentissage ? Rejoindre une chaîne de production dans un énorme groupe industriel et rejoindre une chaîne dans une start-up, c'est peut-être pas la même chose ? Non, mais je crois qu'il y a des troncs communs dans l'apprentissage, c'est-à-dire à la fois l'apport de connaissances, de compétences, mais aussi un degré d'adaptation, et puis cette notion d'apprendre à apprendre par soi-même et de pouvoir innover à tous les niveaux. Et c'est dans cet esprit-là qu'on évolue et on fait évoluer nos formations. Alors vous rejoignez la NASA, Alan, dans quelques semaines, 2 semaines à peu près, c'est quoi, c'est en janvier ? Dans plus de 3 semaines, ouais. Un peu plus de 3 semaines, vous êtes un peu stressé ? Non, j'ai surtout hâte. Je suis pas stressé, j'ai surtout hâte. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Alors, je vais intégrer le service propulsion thermique et matériaux. Au JPL. Donc, au JPL, donc le NASA JPL, qui est le centre de la NASA situé en Californie, Los Angeles. Et donc, c'est un département forcément qui est lié à moi, ce que j'ai fait en DUT auparavant, ce que j'ai fait à l'école et la spécialité que j'ai choisie en l'occurrence à l'ANSMA, donc spécialité énergétique. Donc forcément, voilà, il y a un fil conducteur et je suis très content de rejoindre ce département et de pouvoir travailler moi aussi. Voilà, c'est un rêve qui se réalise en fait de travailler à la NASA. Donc c'est un département qui a des spécialités qui sont liées à ce que j'ai fait à l'ANSMA, ce que j'ai fait au CNAM et à l'ANSMA. Donc forcément, je pars sans stress, je pars surtout avec l'hésitation et le fait de me dire bon, je réalise mon rêve, je vais, je fonce et je me donne à fond pour aussi donner une belle image de la formation française, de la formation que j'ai eue à l'ANSMA, la formation que j'ai eue au CNAM. Donc voilà, c'est aussi ça, j'ai envie de laisser une belle trace, une belle image, pour qu'après, s'ils ont envie de prendre des étudiants des écoles par lesquelles je suis passé, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Est-ce que vous en avez marre qu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas choisi l'ESA et pourquoi vous allez à la NASA ? Non, j'en ai pas marre. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais répondre. Non, en fait, oui, c'est vrai que j'ai reçu un commentaire du président Macron et aussi du ministre Bruno Le Maire qui m'ont gentiment fait comprendre que oui, ce serait quand même bien que je revienne à l'ESA. Ou, enfin voilà, ils se demandaient pourquoi j'ai choisi la NASA. Ils ont un peu prêché pour leur paroisse, quoi. C'est ça, je peux comprendre. Moi, c'est juste que là, on va dire que depuis que je suis petit... ce qui me faisait rêver en l'occurrence c'était plus la NASA parce que la NASA forcément c'est une agence au-delà du fait que c'est pas forcément mon continent, surtout le fait que ça m'a fait rêver. C'est une culture du spatial qui est complètement différente exactement. Et qui n'existe pas tout à fait en Europe. C'est ça, exactement. Et puis c'est surtout que la NASA c'est une agence c'est l'agence spatiale qui a le plus de budget à travers le monde, je pense, avec peut-être l'agence spatiale chinoise aujourd'hui. Donc forcément c'est l'agence spatiale qui a eu les missions les plus emblématiques, qui a eu du coup voilà, quand on a le budget qui suit, forcément on peut faire des missions qui sont très vraiment prometteuses. Donc
Voilà, reste une marque. En fait, c'est devenu une marque. Et forcément, quand on est petit, qu'on lit des documents, qu'on lit des livres, qu'on regarde des documentaires, on a toujours le mot NASA qui revient et Ouais. ça devient un rêve en fait, plus que les autres. C'est difficile d'aller contre cette culture américaine, même au sein de vos institutions, Majdi Couder, ou de toute façon, c'est pas la peine d'aller contre, peut-être. Non, je crois qu'au contraire, il faut faire en sorte que ces différences de culture soient un vrai plus. Et quand quelqu'un comme Alan va à la NASA, il va aussi apporter son regard et sa culture qu'il a acquis au niveau français. Et puis quand nous, on reçoit des élèves aussi étrangers ou des étudiants pour nos recherches et en doctorat, ils nous amènent aussi ce regard-là. Et je crois que c'est le mixage de tous ces éléments qui font qu'on peut innover, on peut avancer avec des regards qui se croisent. Est-ce que, alors là on parle de la NASA et de la culture de la NASA, on peut comparer peut-être cette culture du spatial avec celle des entreprises comme SpaceX aujourd'hui qui ont créé un véritable engouement. Il y a quand même une espèce de spectre derrière ce mot-là, bien davantage que derrière beaucoup de noms d'entreprises françaises qui pourtant ont accompli plus, en tout cas, qui sont des acteurs historiques. Là encore, est-ce qu'en tant qu'étudiant, on se rêve d'aller rejoindre SpaceX? Quel est l'attrait? Moi, en l'occurrence, si on me demande de choisir entre Ariane ou SpaceX, je choisis d'aller chez Ariane sans hésiter. Pour Pourquoi? plusieurs raisons. Ariane, déjà, forcément, c'est l'histoire de mon pays. Donc, le fait que j'ai fait 3 ans d'alternance chez Ariane, déjà, j'étais très content parce que forcément, voilà, quand on est français, on a tous vu des lancements des fusées Ariane. SpaceX, c'est différent. SpaceX, c'est sûr que ça a la pointe de l'innovation, mais un peu comme ce que j'ai dit avec la NASA, c'est que ils ont aussi énormément de budget comparé à Ariane ou à d'autres acteurs du spatial européen. Donc forcément, ils ont des missions ils peuvent mettre plus d'argent sur leurs missions et ils ont forcément plus de moyens pour y arriver. Mais ce qui est important, ce que j'aimerais dire aussi, ce qui est important, c'est que chez Ariane, moi, quand j'étais pendant 3 ans chez Ariane, j'ai compris et même on m'a dit et on m'a fait comprendre en fait que le spatial européen, l'expertise qu'on a en Europe, tout ce que fait SpaceX, on peut le faire en fait. C'est juste que SpaceX, ils ont forcément les budgets qui suivent et nous en Europe, on n'a pas, on va dire, on n'a pas fait encore ce pas, vraiment ce grand pas, le saut vers vraiment le RICEP qui est en cours en fait aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu au-dessus en fait, ça relève de vraiment au-dessus la Commission européenne, l'ESA. Le fonctionnement même de l'Agence spatiale européenne, la question du retour de budget, morceler l'industrialisation. La réussite de SpaceX, c'est d'avoir aussi ramené toute la chaîne de production en un seul endroit, réduit les coûts. Exactement. Et ça, on est capable, mais en même temps, on est bloqué par notre système européen. Exactement, on ne s'en rend pas compte, mais le fait que, par exemple, sur Ariane 6, il y a, il me semble, 13 ou 14 pays qui participent au programme. Donc forcément, ça prend plus de temps à chaque fois entre les pays pour communiquer entre eux, aller chercher une pièce dans tel pays, aller chercher une autre pièce dans tel pays, aller pour tout assembler. Et en plus, le pire, c'est qu'on lance loin. On lance à Kourou, en Guyane. Donc, il faut que tout arrive à Kourou, que tout soit acheminé, que tout soit assemblé là-bas. Ça ne marche pas toujours très bien. La preuve avec Avio, qui a perdu des pièces de son lanceur Vega. Donc, on voit que ça crée des tensions. Et ces tensions-là, les étudiants, vous voyez qui parfois ça freine. Alors, je ne sais pas de vous faire aller dans cette direction, mais j'ai vraiment besoin de comprendre s'il y a une inquiétude peut-être dans cette génération-là, à ce que va arriver à devenir le spatial européen. Alors non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude parce qu'on sait que voilà, on est une terre d'aérospatiale, la France. On sait qu'on a l'expertise. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on pourra s'en sortir. On pourra avoir notre accès à l'espace autonome. Mais c'est sûr que quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec Avio qui s'éloigne d'Arianespace, le nouveau lanceur de MySpace qui va en l'occurrence concurrencer la fusée Vega d'Avio. Donc on sent qu'il y a un climat un peu différent en fait, différent de ce qu'on a connu, qui était un peu plus vraiment compacté entre les pays européens. Là, on a plus de séparation, mais peut-être que c'est aussi la clé pour après faire évoluer les choses. Alors ce climat, justement, on en parle aussi beaucoup dans cette émission, c'est cette question de renationaliser un petit peu les ambitions spatiales. Vous avez cité l'Italie avec Avio qui se détache un petit peu, l'Allemagne aussi, la France aussi. Dernièrement, le président de la République parlait de la nécessité d'avoir un champion européen, tout en rappelant que s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Est-ce que de votre côté, Majdi Couder, vous avez un regard d'un point de vue de l'enseignement supérieur, vous avez un regard sur cette renationalisation, sur ces nouvelles ambitions et sur cette distribution qui prend forme en Europe où on a tendance un petit peu à jouer perso? Je crois que la question qui se pose, c'est que c'est un domaine qui est en pleine mutation
tout le monde est convaincu que les enjeux sont très importants. Donc, il y a forcément des questions aussi qui sont reliées à des souverainetés d'États et donc des stratégies développées par les États. Alors, l'espace européen est un espace de collaboration et de partenariat, et je vais dire quelque part aussi un espace de concurrence cordiale. Et donc, il faut travailler avec tout ça parce que c'est notre histoire et puis c'est notre structuration. Mais je crois qu'il faut rester optimiste dans cette démarche parce que je crois que tout le monde est convaincu de l'objectif à atteindre et de la nécessité de se positionner sur ce domaine. Alors on voit Sophie Anneau à l'image, ça me fait une transition toute faite. Sophie Anneau qui est passée par l'ISAE Supaéro, Thomas Pesquet aussi est passé par l'ISAE Supaéro. Et tout à l'heure on a vu une image de vous en astronaute américain. J'ai l'impression qu'il y a un gros flou dans les médias sur le sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclaircir d'abord ? Oui, bien sûr. Alors, oui, en plus, je le dis après tous les médias. Mais en fait, la photo d'astronaute, c'est un montage qui a été fait par un ami à moi d'Ariane quand j'étais en alternance chez Ariane au Muro, parce que je voulais créer un compte sur Instagram, un compte où je parle d'espace. Donc j'ai créé ce compte-là et je lui ai dit, bon, j'aimerais avoir une photo sympa de moi en astronaute, mois plus tard. Et il m'a fait ce fameux montage qui est resté. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est en 2021, ça fait quand même, ça remonte, mais je le laissais et je me dis, bon, c'est sympa, quoi. Mais ça fait partie de vos ambitions ou pas ? Oui, clairement, oui. C'est une ambition claire que je vise dans les prochaines années. Après, un appel de l'ESA, il y en a un à peu près tous les 10 ans. Thomas Pesquet, c'était 2009. Sophie Anneau, 2020-2021. Donc là, le prochain, ça risque d'être vers 2030. Il faut avoir 27 ans minimum. Donc 2030, j'aurai 30 ans. Je pourrais, en l'occurrence, s'il y a un appel, tenter ma chance. Après, voilà, dans tous les cas, je me dis, je ne mets pas trop de pression. Je tenterai ma chance. Si je réussis, tant mieux. Si j'y arrive pas... s'il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout de rester en tant qu'ingénieur dans ma vie ou d'évoluer dans le métier d'ingénieur. Donc, je ne mets pas trop de pression, mais je tenterai, oui. Donc, dream job astronaute. C'est ça. Est-ce que c'est le dream job de tous vos étudiants à l'ISAE ANSMA ? Non, je ne crois pas. Mais je crois que pour l'image qu'on a vue, ce n'est pas une fake news, c'est juste une image prémonitoire, peut-être. C'est ce qu'on peut souhaiter à Alan. Donc... Voilà. Non, je crois que là, le domaine du spatial et de l'aéronautique est tellement diversifié et on peut s'épanouir et trouver à réaliser ses ambitions dans tellement de différents domaines que, bon, être astronaute, ça fait partie du jeu, ça peut faire rêver, mais je ne pense pas que ça soit le rêve de tous nos étudiants. Certains ont peur d'aller dans l'espace, en fait. Oui, ou même certains sont plus intéressés par l'aéronautique que par le spatial. Donc, ils sont plus à même de devenir pilote d'avion ou plutôt que astronaute. Donc ça dépend des personnes, ça dépend des profils. À l'ANSMA aussi, c'est très large parce qu'on a aussi des métiers. Quand on sort, on peut aussi travailler dans l'automobile. Voilà, pas que forcément l'aéronautique ou le spatial. C'est vrai que c'est plus axé à l'aéronautique spatiale, mais on peut aussi aller dans l'automobile et même parfois le ferroviaire. Donc voilà, il y a différents types de métiers. Et l'astronaute, c'est pas aussi, même en tant qu'ingénieur dans le spatial, c'est pas forcément une finalité. On peut vouloir être ingénieur spatial sans forcément devenir astronaute, quoi. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour nous parler de l'avenir des futures générations déjà concernées par leurs propres enjeux, notamment l'écologie, on l'a dit ici, et qui devraient dessiner le futur du secteur spatial. Alan Pett, je rappelle, vous êtes ingénieur en aéronautique et en spatial CNAM ISAE ANSMA et vous, Majdi Couder, directeur de l'ISAE ANSMA. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de Smart Space. À la production, Lily Zalkin, comme toutes les semaines. Je vous dis à l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël.